Bienvenue dans le débat de France 24. La Turquie met donc sa menace à exécution. Ankara a commencé à renvoyer des membres du groupe État islamique originaire de l'étranger. Pour le moment, 25 sont concernés par cette procédure d'expulsion. Mais d'après la télévision publique, l'État turc entend rapatrier près de 2500 djihadistes, dont une majorité vers des pays de l'Union européenne. La France, elle s'attend à en accueillir 11 dès cette semaine. Qui sont-ils et comment s'organise leur rapatriement ? L'Europe peut-elle faire face ? Et puis, faut-il encore compter sur la Turquie quand on sait qu'elle héberge sur son sol près de 4 millions de réfugiés et menace régulièrement de les laisser franchir la Méditerranée ? On en débat avec Anne-Judith Chely. Bonjour, vous êtes directrice de Terrorisque. Merci d'être avec nous. Merci également au général Olivier de Bavinkov. Vous êtes l'ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN en Afghanistan. Également parmi nous, maître Nabil Boudi, avocat au barreau de Paris. Vous défendez notamment des djihadistes français détenus en Irak et en Syrie. Et puis avec nous en duplex de Turquie, d'Istanbul très exactement, c'est le correspondant de France 24 sur place, Ludovic de Foucauld. C'était donc vendredi, le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu menaçait l'Europe d'entamer dès aujourd'hui, lundi, donc la procédure d'expulsion des djihadistes étrangers du groupe État islamique. Écoutez. Nous disons aux Européens, nous allons vous renvoyer les membres de l'État islamique que nous détenons. Qu'il y en ait 3, 5 ou 10, ce ne sont pas nos ressortissants, ce sont les vôtres. Que vous les ayez ou non déchus de leur nationalité, ce sont vos concitoyens. Vous les avez envoyés ici comme des paquets cadeaux, eh bien nous, on va vous les renvoyer. Anne-Judith Chely, est-ce une surprise ? Non, c'était annoncé, c'était prévisible depuis de nombreuses semaines. En fait, c'est un levier qui a toujours été utilisé, de toute façon, que ce soit par le régime turc, voire par les Irakiens d'une certaine façon aussi. C'est de dire aux Européens, bon, on vous tient vos réfugiés, on tient les réfugiés, on tient vos djihadistes. Et puis dès qu'il y a, je dirais, un intérêt pour la Turquie d'utiliser ça pour d'autres raisons, elle le fait. Donc je dirais non, il n'y a pas de surprise. Peut-être ce qui est surprenant, c'est que ça se fasse aussi vite, sans vraiment, je dirais, de phase intermédiaire. Hein. L'offensive turque remonte à quand même il n'y a pas très longtemps. Des djihadistes ou des familles, on ne sait pas trop exactement qui s'était enfui des camps dans le contexte justement de cette offensive turque. Donc c'est essentiellement, d'après ce qu'on sait, des éléments qui ont été arrêtés dans le cadre de cette offensive turque sur le Kurdistan syrien. Donc voilà. Ludovic de Foucauld, est-ce qu'on sait justement qui sont ces djihadistes concernés par cette procédure d'expulsion ? D'après les autorités turques, il s'agit de gens qui ont été capturés en Syrie. D'après une source proche du dossier, c'était dans une dépêche de l'AFP, ce seraient des gens qui sont déjà depuis longtemps sur le sol turc et d'autres qui y sont arrivés dernièrement. Ce seraient en majorité des femmes. Il faut savoir que depuis que la France et la Turquie ont mis en place le protocole Cazeneuve, qui permet d'encadrer ce genre d'expulsion, la majeure partie des ressortissants français qui sont rentrés sur le territoire depuis la Turquie sont des femmes. On sait par ailleurs que quelques jours après le début de l'opération Source de paix dans le nord-est syrien, le camp d'Ain Issa, qui regroupe un très grand nombre de familles d'enfants, de femmes seules et d'enfants, beaucoup de ressortissants étrangers, eh bien on sait que des gens, dont certains sont liés au groupe État islamique, ont pu s'échapper de ce camp en profitant des bombardements. Alors certains avaient été récupérés par les forces kurdes, c'est ce que les forces kurdes ont annoncé, mais d'autres n'avaient pas été récupérés et certains ont pu peut-être se rendre aux forces pro-turques ou directement à la Turquie ou essayer de traverser la frontière. Hier dimanche, 3 femmes françaises se sont rendues ainsi à Suluk, donc pas loin de la frontière turque, dans la zone d'opération Source de paix, vraiment dans la zone d'intervention, en expliquant qu'elles se rendaient à la Turquie pour ensuite être extradées en France. Général, le fait qu'il s'agisse de femmes en majorité plutôt que d'hommes, est-ce que ça change quelque chose au problème que cela peut poser pour la France ? Je ne sais pas si... ou à la nature, en tout cas. Je ne sais pas si on peut distinguer les choses comme ça. Je pense que nous sommes devant une situation de très grand chaos. Et donc, dans cette situation de très grand chaos,
nous allons avoir à faire face à ce type d'expulsion et à traiter ces cas individuels, mais sur une échelle qui probablement n'a jamais été connue jusqu'à présent dans les conflits récents que vous rappeliez au début dans ce reportage des 50 dernières années dont le monument a été inauguré par le président de la République aujourd'hui. Les opérations extérieures depuis 50 ans à peu près. Et donc là, nous sommes face à une échelle qui évidemment change singulièrement les choses. Que ce soit des femmes ou des hommes, j'imagine que s'ils rentrent, la justice s'intéressera à eux. C'est ce que prévoit le protocole Cazeneuve. C'est ce que prévoit le protocole Cazeneuve qui a été établi en 2014, il y a 5 ans. Et donc, depuis, nous avons d'ailleurs fait face à un certain nombre de retours de djihadistes dont les instructions sont en cours et qui aboutiront naturellement à des procès dans l'état de droit qui est le nôtre. On parle de combien de personnes? On a une idée 4 à 500 membres de famille de djihadistes. Quelques centaines. Quelques centaines. Voilà. Maître Boudi, vous saluez, vous, leur retour en France, même s'il n'est pas, on le comprend bien, forcément souhaité par Paris? Moi, ce que je constate, c'est que la France se retrouve dans une situation où elle est en train de subir, finalement, une question qui la concerne directement, puisqu'il s'agit de la question de la sécurité. Je trouve ça assez regrettable que la France n'ait pas pris ses responsabilités plus tôt et organisé le rapatriement de tous les Français sur zone. On a voulu sous-traiter? Alors, on a sous-traité notre justice et notre sécurité, mais le problème avec cette sous-traitance, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve à devoir agir en urgence. Ça, c'est la première des observations. La seconde observation, concernant la communication qui vient d'être faite par la Turquie, moi, je pense qu'on est en train d'un petit peu de l'exagérer, cette communication, puisque... Après, elle existe quand même. Attendez, vous savez On ne peut pas dire que ça réponde au canon de la diplomatie. Attendez, vous savez qu'il n'y a pas plus d'un mois, la Turquie a expulsé des Français sur le territoire. Ça n'a pas fait plus de bruit que ça. Comme l'a indiqué monsieur, le général, oui. La Turquie expulse des Français sur notre territoire assez régulièrement. Ça s'était calmé ces dernières années. Donc on renvoie des djihadistes vers la France. Vers la France. Et le protocole fonctionne très bien, puisque toutes les fois où la Turquie appréhende des ressortissants français qui entrent sur son territoire, qui étaient sur zone, les expulse immédiatement. Donc vous dites rien de nouveau sous le soleil? Absolument rien. On va écouter quand même ce qu'en dit la ministre des Armées, Florence Parly. Elle était interrogée par nos confrères de France Inter en début de matinée. Nous avons un protocole avec la Turquie. Nous avons un protocole qui s'appelle le protocole Cazeneuve et qui permet, lorsque des situations de ce type surviennent, de rapatrier dans les différents pays, en tout cas vers la France, des terroristes. Et c'est parce que nous ne voulons pas être confrontés à des retours sauvages, si je puis dire, de terroristes, que ce protocole a été organisé et conclu. Anne-Judith Chely, on l'entend, la ministre qui donc fait référence à ce protocole selon lequel effectivement le retour en France, qui date de, effectivement vous l'avez dit, 2014, le retour en France de ces djihadistes français et de leurs familles est encadré. Ils sont immédiatement interceptés à leur retour, même accompagnés par des policiers français à bord d'avions de ligne réguliers et font l'objet d'une judiciarisation dès leur arrivée en France. Pour autant, elle a dû l'admettre aussi, la ministre, la France a subi cette annonce qu'elle n'avait pas anticipée. Comment vous l'expliquez? Je pense que c'est, comme vous le disiez très justement, bon, y a toujours un jeu politique dans les questions sécuritaires. C'est-à-dire, là, ça s'inscrit quand même dans une situation de tension avec les pays européens, puisqu'on parle des Européens notamment, à savoir les réactions par rapport à l'offensive turque, le débat sur qui est terroriste, puisque pour les Turcs, les éléments kurdes sont terroristes, alors que pour les Européens et pour les membres de la coalition anti-Daesh, eh bien, ces forces démocratiques syriennes eh bien, contiennent effectivement des éléments kurdes qui sont nos alliés et qui sont considérés comme des terroristes par Ankara. Donc, depuis le mois dernier, il y a effectivement cet aspect-là diplomatique a considérablement crispé les relations, alors même que, comme vous le dites, ce protocole existe. Donc ça se fait, je dirais que c'est administratif, juridique, et ça s'inscrit dans un cadre d'ores et déjà mis en place. Donc cet élément
de contexte politique, géopolitique et sécuritaire nouveau à accélérer et à radicaliser des positions politiques dont on sait que le régime turc sait faire ce genre de choses. Voilà. Ludovic de Foucauld, il y a une volonté délibérée de la part de la Turquie de prendre de court d'une certaine manière la France aujourd'hui? Et pas que la France, il y a évidemment. Une volonté d'utiliser... Non, voilà, pas que la France. Effectivement, ça concerne surtout les pays européens, mais il y a clairement une volonté d'instrumentaliser la question des réfugiés en général et puis des ressortissants étrangers membres du groupe État islamique en particulier, pour des raisons politiques. Alors on l'a dit, bien sûr, la Turquie veut faire payer aux Européens leur hostilité contre l'opération Source de paix au nord-est syrien qui a commencé le 9 octobre. Mais bon, en ce qui concerne la France, les sources de tension sont quand même nombreuses. Alors il y a les déclarations d'Emmanuel Macron à propos de l'OTAN, dont la Turquie est un membre important. Quand Emmanuel Macron dit qu'il faut se poser des questions pour savoir qui sont vraiment nos alliés, par exemple, c'est très mal pris du côté de la Turquie qui n'a jamais remis en cause son appartenance à cette alliance et qui continue de considérer les Européens comme ses alliés. La Turquie se montre en ce moment extrêmement déçue de l'attitude de ses alliés. C'est un peu le sens de la plupart des déclarations officielle auquel on assiste, mais il y a d'autres sources de tension. La question du génocide arménien, notamment, qui revient très régulièrement sur la table. Et puis, plus récemment, il y a aussi cette question des forages pour du gaz au large de Chypre. Aujourd'hui, l'Europe a pris des dispositions pour préparer une série de sanctions si la Turquie continue à vouloir forer de manière unilatérale au large de Chypre pour trouver du gaz. Ludovic, on sait dans quelles conditions ces djihadistes sont aujourd'hui incarcérés en Turquie? Ils sont dans des prisons turques, ils sont généralement capturés en Syrie. Donc, depuis le début de l'opération Source de paix, il y en a beaucoup plus qui ont été, en un court laps de temps, qui ont été capturés. 287 d'après les chiffres officiels, et parmi eux, 242 sont originaires de pays étrangers. En Turquie même, il y en a à peu près 1200, dont 737 sont d'origine étrangère. Voilà, ça ce sont les chiffres donnés par le président turc lui-même. Général, est-ce que d'abord ceux qui doivent être détenus seront plus sûrement détenus ici en France qu'ils ne le sont aujourd'hui en Turquie ou non? Et puis est-ce qu'ils ont tous vocation à terme à être incarcérés, puisqu'il est question là de femmes, toutes n'ont pas forcément participé à des combats, il peut s'agir de proches de djihadistes. Qu'est-ce qui est prévu? Quel sera le sort qui leur sera réservé? Je ne suis pas du tout capable de répondre à cette question qui est très vaste. Je pense que ça a été souligné déjà, nous faisons face à beaucoup de djihadistes différents et dont les statuts ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas tous commis les mêmes actes, tous les actes ne sont pas de la même gravité et les instructions qui vont être menées permettront de déceler et de déterminer quelle est la part de responsabilité des uns et des autres. Mais nous avons aujourd'hui, sur le cas de la Turquie est assez exemplaire parce qu'on est vraiment dans un cas qui était souligné, diplomatico-médiatique. C'est-à-dire c'est un État de droit, la Turquie, qui fait partie de... Il l'est toujours. C'est pas à moi de vous répondre à cela. En tout cas, on peut tous avoir des interrogations. Mais la Turquie fait partie de l'OTAN. Il se trouve que je devais avoir des forces turques sous mes ordres en Afghanistan et donc j'ai pu les côtoyer pendant 1 an et demi d'assez près, même de très près, puisqu'ils avaient la responsabilité, ils assumaient une part de responsabilité de la région de Kaboul. Et donc, les Turcs font partie de l'OTAN. Les Turcs revendiquent un jour d'appartenir éventuellement à l'Union européenne. Mais ce ne sont pas les seuls djihadistes qui vont rentrer de ces zones en crise, de ces zones de chaos. Là, nous sommes presque sur un cas de figure, même s'il est très médiatique, qui est assez simple, me semble-t-il. Nous avons un État qui remet à disposition d'un autre État, avec lequel d'ailleurs un protocole a été établi il y a 5 ans de façon extrêmement claire et très pertinente, des djihadistes, hommes ou femmes, qui sont incarcérés et qui seront donc jugés et défendus par les instruments de la justice française. Mais nous avons bien d'autres cas auxquels nous allons avoir à faire face, bien sûr du côté kurde, bien sûr du côté syrien, bien sûr du côté
des forces syriennes libres, ou ASL ou apparentées, bien sûr, qui auront franchi la frontière irakienne. Et là, les cas seront peut-être beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes, et probablement nécessiteront des interventions de beaucoup de services spécialisés de l'État pour permettre de les résoudre. Et sur les conditions d'incarcération, d'après vous, est-ce qu'on est plus sûr aujourd'hui d'avoir ces détenus à proximité que de les savoir en Turquie ? Moi, d'un point de vue de citoyen, je pense que nos systèmes pénitentiaires sont extrêmement sûrs en France, bien évidemment. Il n'y a pas de risque de contagion aussi, comme on l'a évoqué. Dans l'Union européenne, je crois qu'il y a des Allemands aussi qui vont être expulsés par la Turquie aujourd'hui. Oui. Et j'imagine que le système allemand, comme le système français, comme le système britannique, comme le système irlandais, sont des systèmes qui sont quand même fiables. Y compris sur les conditions d'isolement des détenus dits radicalisés ? Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Peut-être que Anne est capable d'y répondre mieux que moi. On va évoquer ça, oui. Allez-y, Anne-Judith. Non, effectivement, il y a eu quelques évolutions au niveau du système pénitentiaire français au regard de plusieurs problématiques, à savoir la problématique de la radicalisation des prisonniers au contact d'autres, de la radicalisation d'individus jugés et donc qui passent leur... on a tenté le regroupement. Est-ce que c'était une expérience qui a réussi ? Elle a été abandonnée. L'idée étant que tous les méchants, on va les mettre ensemble, comme ça risque pas de contaminer. Mais ça s'est avéré voire contre-productif. Et puis, il y a l'autre problématique qui est un peu aussi liée au fait qu'il y a cette réticence à incarcérer de nouveaux djihadistes rentrants. Il y a les sortants, justement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont purgé leur peine et qu'on doit réinjecter dans la société. Oui. Et pas de possibilité de réinsertion pour ceux qui ont passé toute leur détention au contact d'autres détenus présentant le même niveau de radicalité qu'eux. Donc c'est un gros défi. Il y a certains dispositifs un peu expérimentaux qui sont mis en place, dont on attend un peu les résultats. Et on demandera l'avis aussi d'un spécialiste dans un instant. Maître Boudi à nos côtés, c'est la fin de la première partie du débat. On se retrouve tout de suite. Et on revient au débat de France 24 avec toujours à mes côtés Anne-Judith Chely, directrice de Terrorisque, avec également le général Olivier de Bavinkov, ancien chef d'état-major de la Force internationale de l'OTAN en Afghanistan, avec notre correspondant à Istanbul, Ludovic Defoucauld, et puis à côté de moi, ici même en plateau, maître Nabil Boudi. On évoquait il y a un instant le sort de ces djihadistes une fois revenus en France, et notamment ceux qui ont vocation à être détenus, en tout cas ceux qui seront condamnés par la justice française et qui se retrouveront demain en cellule, certains d'ailleurs dès leur arrivée, on l'imagine en France, puisque il y a de forts risques que la justice et la police française jugent préférable de les maintenir incarcérés dès leur arrivée. Moi je pense qu'il n'y a même pas de débat sur la question de savoir est-ce qu'ils vont être incarcérés ou pas, puisque depuis 2015, ça fait partie de la doctrine de la justice antiterroriste française, tous les revenants de zone sont systématiquement mis en examen pour des faits de terrorisme et incarcérés. Même s'agissant des accompagnants, dire les compagnes, épouses les femmes de combattants, depuis 2015, sont systématiquement incarcérées. Ça, c'est la première observation. La seconde... Et les enfants ? Alors, les enfants sont placés dans des familles d'accueil ou dans des familles proches de ces détenus. Le quantum des peines, puisque vous évoquiez la question tout à l'heure, et à mon avis, c'est important d'y revenir, il faut surtout pas croire ou laisser entendre que les Français qui sont de retour sur zone vont se retrouver dans la nature. Je vais vous citer un exemple. Les femmes qui sont revenues sur le territoire français depuis 2013-2014, pour celles qui viennent d'être condamnées, on parle uniquement de femmes. Le quantum des peines varie de 6 à 8 ans. Il y a une infraction qui a été créée justement pour éviter ce vide juridique. C'est l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Le simple fait pour un individu français de se rendre sur la zone irako-syrienne est constitutif d'une infraction susceptible d'engager 10 ans de prison. Ça, c'est le quantum minimum. Donc, il y a la simple présence. Le simple départ, ou la tentative de départ. La tentative de départ. Ça veut dire ceux qui sont restés sur le sol turc, qui n'ont pas pu passer la frontière vers la Syrie, ceux-là aussi peuvent se voir condamnés. Et même ceux qui sont restés sur le territoire français, puisque la plupart de ceux qui sont condamnés, ou même ceux qui ont commis des faits terroristes en France, ne sont jamais allés sur zone. Ceux-là sont condamnés. Donc,
il faut vraiment garder à l'esprit qu'il n'y a pas de risque que ces Français se retrouvent dans la nature. Et c'est pour cette raison que moi, je pense que le protocole Cazeneuve et la position turque est plutôt une bonne nouvelle pour la France, puisque je préfère que ces Français soient déplacés de manière contrôlée avec des autorités judiciaires et policières pour les placer directement en détention, plutôt qu'ils se retrouvent dans la nature, puisque depuis l'offensive turque, et là où à mon avis c'est intéressant, et il faudra surveiller de très près si parmi ces 11 Français qui vont revenir sur le territoire, si certains ont été capturés dans la zone syrienne, ou si on parle uniquement de Français qui ont réussi à rejoindre la Turquie par eux-mêmes. Là, il va falloir être vigilant, puisque ce serait une première. Si les Turcs ont réussi à avoir le contrôle de nos ressortissants dans la zone syrienne, qu'est-ce que ça signifie? Que si la Turquie continue à capturer des Français dans cette zone qui viennent du nord-est de la Syrie, on pourrait penser que désormais, beaucoup plus de Français vont être expulsés, puisqu'on va considérer que le territoire turc s'établit notamment maintenant dans le nord-est syrien. Et donc, ça, il faut être vigilant. Pourra donner lieu à des expulsions décidées par la Turquie, sans même que la Syrie n'ait à donner son feu vert ou les forces kurdes. Tout à fait. Et juste une dernière précision, moi je ne suis pas certain que la France ne soit pas au courant sur l'expulsion de ces 11 Français. N'est pas été prévenu, vous voulez dire, avant vendredi? Puisque ça fait partie des premières obligations de ce protocole. Avant même de parler de transfert et d'expulsion, la Turquie a l'obligation d'alerter les services de renseignement français qui sont rattachés à l'ambassade française en Turquie et de leur donner le nom de ces Français. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a des canaux... Israël, l'avantage... Des canaux parallèles? Non, pas parallèles, officiels. Pas officieux en l'occurrence, parce que ça n'est pas passé. Officiel, mais non public en tout cas. Ça veut dire officiel au sens... Bien sûr. Voilà. Que ça existe, c'est encadré, donc entre services spécialisés, voilà, tout à fait. Mais j'ai envie de dire, vous parliez de bonnes nouvelles. À la limite, on peut aussi voir une autre bonne nouvelle, qui est que y a un autre risque d'instrumentalisation de djihadistes dans les prisons, c'est ceux qui sont dans les prisons syriennes, c'est-à-dire des Français qui sont retenus par le régime syrien, dans les prisons de Bachar el-Assad. Donc, l'une des craintes, dès qu'il y a eu l'offensive turque, c'était d'imaginer, du fait de l'affaiblissement des forces kurdes, qu'il y ait des individus qui s'échappent et qui soient récupérés par les forces syriennes. Mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire le fait que la Turquie expulse des détenus qu'elle a aujourd'hui en sa possession ne signifie pas qu'elle n'a pas par ailleurs provoqué la libération d'autres détenus. Peut-être, on ne sait pas. J'avoue qu'on a une visibilité assez compliquée sur où sont allés les djihadistes. Est-ce qu'ils sont allés Est-ce que tous ceux qui sont évadés ont été récupérés par les Turcs? C'est très difficile de le savoir. Donc on peut supposer qu'il y ait des éléments qui ont été récupérés par les Syriens. Puis il y a quand même tout le contingent, si je puis dire, de djihadistes qui sont retenus dans les prisons syriennes. Et c'est clair qu'il va y avoir une instrumentalisation. On a une idée du nombre de ces djihadistes étrangers, notamment français? Dans les prisons syriennes pures? Non. Il n'y a pas de canaux. Alors, probablement avec des sources On a évoqué jusqu'à 20 000 combattants, mais combien parmi eux Enfin, s'ils restent vivants. Parce que je pense que s'ils sont encore vivants, c'est pour être utilisés dans un chantage comme on a l'habitude de voir sur la question des djihadistes. Donc, pour le moment, on n'a pas encore ça avec le régime de Bachar el-Assad, mais il est très probable que ça intervienne à un moment donné. C'est-à-dire que le régime de Bachar el-Assad demande à la France également et aux autres pays étrangers. Oui, il conditionne à la normalisation des relations diplomatiques, tout, les relations économiques. Sur le chiffre qui a avancé par les autorités kurdes, et puis même je crois par le ministère de l'Intérieur, on parle de 300 Français à peu près, 80 hommes qui sont détenus dans le nord-est, donc dans le nord-est, qui sont détenus par les Kurdes. Donc dans les 3 prisons, à ceci s'ajoutent ceux qui sont détenus en Turquie pour être passés par la Turquie à un moment ou à un autre et avoir été interceptés, et ceux qu'on retrouve ailleurs en Syrie. Et puis on ne parle pas d'Irak. Il y a ceux qui n'ont pas été capturés, qui sont toujours en liberté. Et ceux qui sont en Libye aujourd'hui. Ceux qui sont en Libye, il y en a certains qui ont aussi rejoint l'Afghanistan, l'Égypte et d'autres pays. Sur le chiffre exact, donc on parle de 300 Français, une 150aine d'enfants, peut-être 70 hommes et 80 femmes dans les camps. Voilà pour les chiffres qui sont avancés. Mais ce n'est pas les chiffres de ceux qui sont dans les prisons syriennes officielles du régime. Ah oui. Moi, je parle uniquement de ceux qui sont détenus par les forces démocratiques syriennes.
Général, ça veut dire que oui, on n'est qu'au début du problème et à la limite, c'est finalement encore préférable de pouvoir négocier avec un État comme la Turquie que ça ne le sera dans l'avenir, notamment avec la Syrie ou d'autres. Oui, il me semble qu'on est plutôt sur une situation relativement simple, même si elle est médiatique aujourd'hui. Elle est relativement simple et qu'on va faire face à des cas beaucoup plus compliqués. Et c'est des cas, comme nous le soulignons tous depuis le début, nous avons des volumes très importants d'Européens qui sont partis. Excusez-moi. Et nous sommes devant un temps long. On ne va pas traiter ces choses-là dans l'année qui vient, dans les 2 ans qui viennent. Nous sommes sur un temps long dont les effets vont se faire sentir pendant encore des dizaines d'années. Vous jugez, vous, comme d'autres, qu'il est préférable de voir ces combattants djihadistes plutôt revenir sous le contrôle de la police, plutôt que de les laisser avoir loin durablement, quels que soient les combats auxquels ils prennent part aujourd'hui? Moi, je ne souhaite en aucun cas... Certains à droite, aujourd'hui, veulent les voir éloignés durablement et les voir mourir au combat. Moi, je ne souhaite en aucun cas qu'ils soient dans la nature, parce qu'ils ont commis des atrocités pour nombre d'entre eux. Ils ont eu véritablement des crimes et ils ont une capacité de nuisance, appelons ça comme ça, qui est tout à fait considérable. Donc en aucun cas dans la nature. Ensuite, que la solution la plus adaptée à ces différentes typologies que nous avons évoquées soit mise en œuvre me semble absolument nécessaire. Le transfèrement vers l'Irak, comme on l'a évoqué un temps, vous pensez que c'est une solution ? Je ne dis pas que c'est une solution, je dis que c'est une solution qui peut se produire. Il s'avère que ça s'est fait. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a quelques mois et des négociations qui ont eu lieu avec l'Irak. Mais c'est une solution, oui, bien sûr. Le ministre des Affaires étrangères l'avait évoqué. Oui, mais là aussi, parce que le régime irakien, lui, juge, mais applique, lui, la peine de mort. Voilà, et puis bon, ils ont demandé quelques compensations aussi, les Irakiens. Je veux dire, c'est normal aussi. Mais le risque, et fait autre argument, je dirais, qui serait plutôt pour plaider en faveur de la gestion par la France de ses propres djihadistes, c'est aussi qu'il y a toujours un risque, non pas seulement sécuritaire, s'ils étaient jugés et retenus par d'autres pays, nos alliés, c'est aussi le risque de chantage qu'on peut en faire. Enfin, ça nous échappe complètement. On sait que ça peut être réutilisé, puis ce sont des régimes qui ne sont pas très... Enfin, il n'y a pas une stabilité très marquante quand même politique dans ces pays-là. Donc, il suffit qu'il y ait une autre gouvernance qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, au-delà de tous les autres arguments, ceux aussi qui peuvent être, on peut en discuter, mais devoir de responsabilité et le besoin de justice aussi dont on a besoin, les victimes ont besoin par ailleurs. Maître Boudi, encore une fois sur les conditions d'incarcération, est-ce que la France sait incarcérer? Est-ce que la France a les moyens? Vous souhaitez leur retour, mais est-ce que la France a trouvé une manière enfin d'incarcérer ces djihadistes? Alors une remarque. Concernant le rapatriement, moi je considère que c'est la solution la plus simple, la plus efficace et la moins coûteuse pour l'État français. Sur l'incarcération, il y a eu des loupés de la part du gouvernement français, successifs d'ailleurs. On ne va pas incriminer uniquement l'actuel. On a tâtonné, disons, mais c'est normal, on est face à un phénomène nouveau. On est face à un phénomène nouveau et on n'a surtout pas voulu le regarder en face. C'est-à-dire que ces Français se sont radicalisés chez nous, en France, dans nos quartiers, dans nos villes. Au contact d'une idéologie étrangère, cela dit. Étrangère, mais qui s'est alimentée et nourrie dans notre société. Et notamment en prison. Donc ce qu'on a fait au départ, on a considéré que les mettre tous ensemble, c'était une solution. On s'est aperçu finalement que c'est l'effet inverse qui s'est produit. Maintenant, il semblerait que la situation ait évolué. J'en veux pour preuve que désormais, toutes les personnes qui sont mises en examen et détenues pour des faits de terrorisme sont dispatchées maintenant dans toute la France. C'est une nouvelle particularité puisqu'au départ, on les laissait proches de Paris pour avoir accès assez vite au juge d'instruction, puisque le parquet antiterroriste parisien a une compétence spéciale. Il est le seul et unique à enquêter et instruire pour des faits de terrorisme en France. Donc maintenant, vous pouvez trouver des Français détenus pour des faits de terrorisme dans des villes comme Toulon, Nice et l'ouest de la France, etc. Donc il y a des avancées. Il y a un contrôle maintenant qui se fait dans les prisons également. Vous parlez tout à l'heure de l'isolement qui est mis à disposition de ces détenus. On n'a plus peur qu'ils fassent du prosélytisme? Alors, on les isole pour les plus dangereux, pour les plus radicaux, on les isole. Et puis progressivement, donc il y a des entretiens qui se font avec des professionnels de la santé, avec des éducateurs sociaux, et puis on regarde le risque. Moi, je leur fais confiance, ils font un travail assez remarquable dans des conditions plutôt difficiles dans les prisons.
Et aujourd'hui, le risque d'émergence de cette idéologie-là dans les prisons est beaucoup moins important que ces dernières années. Donc, pour autant, on n'a pas trouvé encore le sésame en matière de déradicalisation. Alors, il n'y aura pas de sésame de déradicalisation. Il faut reconnaître le caractère complexe de ce phénomène. Il faut être modeste. Donc on aborde le problème de la radicalisation, puisque si on avait une solution, ça ferait bien longtemps qu'on aurait mis fin à ce phénomène. Et il faut surtout garder en tête qu'il va falloir un travail en profondeur pour mettre fin à cette radicalisation et surtout prendre de nombreuses années et être très patient pour mettre fin à ce phénomène. Oui, là aussi, il y a beaucoup d'expérimentation qui est faite. Il y a une prise de conscience tardive, certes, aussi au gré des différents attentats, qui est un petit peu accélérée. Je dirais, l'échange notamment beaucoup avec les Européens, mais aussi avec les pays tiers pour mieux comprendre ce processus qui a été caricaturé, qui est souvent caricaturé. On se souvient de l'expérience malheureuse de Dounia Bouzar, par exemple, qui a dû interrompre ses activités. Oui, et puis même, je dirais, quand notre ministre de l'Intérieur parle de signes extérieurs de radicalisation, voilà, il faut d'abord et avant tout expliquer que c'est un phénomène qui est détectable à force d'avoir réuni un certain nombre d'éléments de comportement qui iraient dans cette piste. Donc il y a tout un travail de pédagogie aussi au sein de la société à faire. Ce qui aidera les politiques à justement élaborer un programme définitivement, qui aura plus de chances d'être véritablement efficace. Alors on va revenir quand même sur le rôle de la Turquie, qui est l'acteur prépondérant dans ce dossier. On le voit à l'occasion donc de ce renvoi des djihadistes vers la France et vers d'autres pays étrangers. Ankara qui a été accusé très récemment d'affaiblir la lutte contre les djihadistes en lançant le 9 octobre dernier une offensive contre les milices kurdes des unités de protection du peuple qui était jusqu'à présent le fer de lance du combat contre le groupe État islamique. Écoutez ce qu'en dit le Premier ministre français, Édouard Philippe. Dévastatrice pour les forces démocratiques syriennes d'abord, et vous avez dit ce que nous leur devons, et ce que nous leur devons au moment où elles sont intervenues. Dévastatrice pour les populations civiles, ensuite, qui se sont jetées sur les routes pour fuir les combats. Dévastatrice pour notre sécurité collective, j'ai eu l'occasion de le dire, avec la résurgence inévitable de Daesh au nord-est syrien, et probablement d'ailleurs au nord-ouest irakien. Général de Babankov, pour vous, il y a effectivement une résurgence du risque terroriste qui serait la conséquence directe de cette intervention turque? La conséquence directe de l'intervention turque, cette intervention turque, elle est limitée le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie sur une bande qui est relativement étroite. Bien évidemment, c'est une déstabilisation assez profonde de nos alliés kurdes qui ont joué un rôle tout à fait prépondérant dans la lutte contre Daesh. Ça, je pense que c'est absolument incontestable et que tout le monde le reconnaît. La difficulté auquel nous nous trouvons confrontés me semble quand même une difficulté qui est un peu double. La première, c'est qu'en Syrie, puisque vous parlez de la Syrie, même si l'Irak est très proche dans nos mémoires et la frontière est très poreuse entre Irak et Syrie, en Syrie, la guerre civile dure depuis 8 à 9 ans. Deux fois la Première Guerre mondiale en termes de durée. Le chaos qui s'est installé est assez gigantesque et ne permet pas d'imaginer de trouver des solutions simples immédiatement. Il n'y a pas de solution simple en Syrie. Ce qui est certain, c'est que l'intervention turque va ajouter de l'imprévisibilité et de l'incertitude à une situation qui était déjà extraordinairement confuse. Certes, nous avons la coalition sous l'égide des États-Unis a obtenu des succès incontestables dans la lutte contre Daesh, qui a perdu une capacité de frappe majeure, mais il reste très probablement une capacité à agir, en tous les cas dans les interstices, sur les arrières. Et donc, il faut continuer à se renseigner, il faut continuer à être actif, il faut continuer à surveiller et il faut continuer à intervenir. Ludovic de Foucauld avec nous en direct d'Istanbul. Est-ce que cette dimension, justement, la menace terroriste... Alors,
Pas au sens où on l'entend bien sûr en Turquie, où pour le pouvoir à Ankara, les terroristes sont avant tout ces unités de protection du peuple, ces YPG kurdes. Mais est-ce que ce risque terroriste lié spécifiquement au groupe État islamique a été pris en compte à l'occasion de cette intervention? Est-ce qu'on l'évoque en Turquie? Oui, ce risque est évoqué, mais pour le pouvoir turc, il n'y a pas de risque. Au contraire, quand on écoute les déclarations du président Erdogan ou du ministère de la Défense, on comprend que pour eux, intervenir dans cette partie de la Syrie fait aussi partie d'un plan plus global pour lutter, notamment, y compris contre le groupe État islamique. La Turquie aime à rappeler qu'elle est un des seuls pays, un des seuls États à s'être battu sur le terrain contre des éléments de Daesh quand elle a pris d'autres territoires à l'ouest de l'Euphrate, cette fois-ci au nord de la Syrie, puisqu'il y avait eu d'autres interventions avant cette opération source de paix. Et puis justement, en communiquant sur les captures réalisées de djihadistes dans cette zone d'intervention au nord-est de la Syrie, la Turquie veut montrer qu'elle travaille aussi dans l'intérêt des Occidentaux, des Européens, de la coalition, en combattant également donc les terroristes du groupe État islamique. Même si, vous l'avez dit, l'ennemi principal reste évidemment ce que la Turquie appelle le PKK-PYD, qui est donc la source, si vous voulez, des YPG, fer de lance des forces démocratiques syriennes qui contrôlent la région. La Turquie a longtemps été accusée de complaisance envers le groupe État islamique. Vladimir Poutine lui-même, d'ailleurs, à une époque, avait accusé Recep Tayyip Erdogan de tirer un profit personnel du commerce autour du pétrole syrien via ces groupes djihadistes. C'est perçu comment ça en Turquie? Comme injuste? Oui. De manière, oui, c'est perçu comme injuste. D'abord, ces accusations sont toujours réfutées. Et puis, quand les Occidentaux parlent de la manière dont la Turquie a laissé passer tous les djihadistes sur son territoire, tous les étrangers qui venaient, qui traversaient la Turquie pour après se rendre dans les zones de combat, la Turquie renvoie la balle au pays d'origine de ces combattants. Si vous ne vouliez pas qu'ils aillent se battre, alors il ne fallait pas les laisser partir. Voilà le genre de rhétorique, si vous voulez, classique à laquelle on fait face ici. Général de Bavinkov, ces accusations envers la Turquie, est-ce qu'elles sont fondées d'après vous? Est-ce qu'Ankara a laissé passer ouvertement, activement des djihadistes, au moins jusqu'en 2015? Il me semble qu'Ankara ne poursuit pas les mêmes buts que nous poursuivions et nous poursuivons toujours au sein de la coalition. Notre but au sein de la coalition était de lutter contre Daesh en utilisant les forces qui s'étaient coalisées pour atteindre ce résultat. La Turquie, à l'évidence, ça vient d'être rappelé par votre correspondant Ludovic de Foucault à Ankara, la Turquie, à l'évidence, poursuit des buts qui sont différents. La Turquie poursuit des buts qui visent essentiellement, me semble-t-il, à lutter contre l'émergence possible d'un Kurdistan qu'ils redoutent pour une quantité de raisons et pour lesquelles ils se sont extraordinairement mobilisés, probablement à l'excès. La difficulté, c'est lorsque vous avez, dans une même zone de guerre, une coalition ou des États qui interviennent et dont les buts ne sont pas similaires. Et vous apercevez bien qu'aujourd'hui, vous pouvez tenir un double langage, quelle que soit d'ailleurs la position que vous avez, un double langage selon l'interlocuteur, selon la problématique auquel vous êtes exposé. Sur la question de la sécurité qui nous concerne tous, les Européens, les Américains au premier chef, il me semble que nous avons un dialogue à nourrir beaucoup plus approfondi avec la Turquie et que nous rencontrons de grandes difficultés du fait de cette incompréhension réciproque qui s'est installée entre les parties. Autre exemple, l'autre bombe à retardement d'une certaine manière derrière ces djihadistes, c'est la condition de ces migrants. Ils sont plus de 3,5 millions aujourd'hui sur le sol turc et régulièrement Ankara menace d'ouvrir à nouveau la route vers l'Europe. Elle est pour l'instant gelée à la suite d'un accord qui a été passé entre Ankara et Berlin au nom de l'ensemble de l'Union européenne. Eh bien écoutez, ce qu'en disait, c'était le 10 octobre dernier, Recep Tayyip Erdogan.
Pays de l'Union européenne, ressaisissez-vous. Je le répète. Si vous qualifiez à nouveau cette opération d'invasion, eh bien c'est très simple. Nous ouvrirons nos frontières et nous enverrons 3 600 000 réfugiés chez vous. Ludovic de Foucauld, c'est ça la prochaine étape dans l'esprit de Recep Tayyip Erdogan. Il est prêt à le faire? Il menace de le faire depuis longtemps maintenant. C'est un levier traditionnel de négociation utilisé par la Turquie contre ou avec l'Europe. Il faut savoir qu'ici, en Turquie, la situation économique est loin d'être bonne, et le président Erdogan, avant de lancer son opération dans le nord-est syrien, était confronté à des difficultés politiques. Il a notamment subi des revers électoraux importants pendant les élections municipales. Et ce qui est ressorti, si vous voulez, des urnes, c'est aussi, à cause probablement de la situation économique, un ras-le-bol de l'opinion publique quant à la présence de cette plus de 3 600 000 réfugiés syriens en Turquie, qui, pour le coup, n'ont jamais été tout à fait bien accueillis, on va dire, par la population turque, mais contre, si vous voulez, le populisme, on peut dire, le président Erdogan s'était toujours entêté à accueillir tous ces Syriens. Bon. Aujourd'hui, il est confronté donc à une situation politique qui est plus compliquée, et il doit absolument montrer qu'il fait quelque chose pour se libérer de ce qu'il appelle lui-même le fardeau migratoire que son pays, et il le rappelle souvent, ne peut pas être le seul à porter. Donc voilà, ce sont des déclarations qui sont à mettre en perspective vis-à-vis de cette situation économique et politique à l'intérieur de la Turquie. Ce sont aussi des déclarations qui ont pour but quelque part de rassurer sa propre opinion publique, sa propre population. Maître Boudi, alors ce ne sont pas les dossiers que vous gérez directement, puisque vous vous intéressez au cas des djihadistes. Néanmoins, faut-il, de la même manière, comme vous le disiez tout à l'heure, que l'Europe se prépare et que d'une certaine manière, elle prenne ses responsabilités en préparant l'accueil de ces migrants et de ces réfugiés? Alors, c'est assez bien expliqué par votre correspondant. Je pense que, déjà, la Turquie défend ses intérêts quand elle intervient, quand elle décide de récupérer 32 km sur la frontière turco-syrienne. Elle le fait pour défendre ses intérêts. Ça, on a en France du mal à le comprendre. Quand Édouard Philippe, le Premier ministre, nous explique que c'est une trahison de la part des Kurdes, est-ce que la France, en laissant ses ressortissants français dans le Kurdistan syrien, a aidé les Kurdes à ce moment-là? Moi, je ne suis pas certain. Concernant maintenant la crise migratoire, il faut reconnaître que la Turquie est le premier pays d'accueil et qui a été le pays qui a recueilli plus de 3 millions de Syriens. Je ne suis pas certain que la Turquie va ouvrir ses frontières, puisqu'en termes de santé publique et en termes de crise humanitaire, ce serait ingérable. Et il faudrait peut-être rappeler également que la Turquie agit dans un cadre juridique, que ce soit pour l'expulsion de ces djihadistes, mais également pour la gestion de ce flux migratoire, puisqu'un accord a été passé avec l'Union européenne. C'est justement de cet accord qu'elle donne l'impression de vouloir sortir. Un mot simplement, Olivier de Bavankov, ce serait une vraie crise, ça, pour l'Europe? Certainement. Ce serait une crise majeure. Merci beaucoup. On va en rester là, mais on comprend effectivement que l'avenir est lourd de menaces. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal sur France 24. Et je remercie donc le général Olivier de Bavankov, maître Nabil Boudi qui était avec nous, Anne Giudicelli qui a dû nous quitter, mais qui a passé l'essentiel de ce débat à nos côtés. Et puis en duplex d'Istanbul, c'était le correspondant de France 24, Ludovic de Foucauld.